dans les établissements. Et donc, notre propos est en tout cas de chercher à proposer un dispositif qui prenne compte des difficultés des enseignants débutants. On sait bien que le taux d'attrition est très élevé, et donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les soutenir? Quels sont leurs besoins d'accompagnement? Et donc, vous l'avez bien compris ici, on parle d'accompagnement externe à leur établissement, puisque c'est au sein de la haute école qu'on leur propose cette espèce de service après-vente. Au niveau donc de notre historique, voilà. Alors, ça fait plus de 10 ans que Marc et moi, on est intéressés par l'insertion professionnelle des enseignants débutants, probablement, comme Marc vous l'a dit tout à l'heure, par notre métier premier qui est instituteur et institutrice primaire. Et dans le cadre pour moi, de mon master en sciences de l'éducation, j'ai eu l'occasion d'interroger 10 enseignants débutants au sujet des difficultés anticipées et rencontrées lors de leur insertion. Ensuite, un dispositif de co-développement professionnel a été proposé à la moitié de l'échantillon. Et nous avons, dans le cadre de ce mémoire, en fait, eu l'occasion de les interroger au sujet de leur vécu et des bénéfices perçus du dit dispositif. Marc, quant à lui, a fait aussi un mémoire, mais je vais le laisser parler par rapport à ça. Mais voilà, donc c'était dans le master complémentaire en pédagogie universitaire. J'ai eu l'occasion de suivre 9 étudiants en fin de formation qui allaient devenir des enseignants dans leurs premiers jours, leurs premières semaines, leurs premiers mois d'exercice professionnel en tant qu'instit. Et ça m'a permis vraiment d'identifier à la fois quelles étaient les difficultés, mais comment chaque candidat, entre guillemets, le vivait, et de percevoir un aspect inéquitable en fonction des contextes dans lesquels chacun était amené à démarrer. Et donc, contexte un peu plus favorable ou un peu moins favorable. Et nos deux recherches, en tout cas, ont convergé à se dire, mais il y a quelque chose à mettre en place pour ces enseignants débutants. Et avec l'accord de notre direction de l'époque, mais accord qui a été renouvelé par les directions successives, on a pu mettre en place et continuer à faire perdurer ce dispositif. Vous voyez sur la dia aussi différents éléments qui ont permis de mettre en route notre dispositif actuel. Et petit clin d'œil, c'est lors d'une journée ABC Éduc, je ne sais plus de quand ça datait, mais c'était au tout début du siècle, on va dire, lors d'une journée ABC Éduc à l'ULB, Evelyne Charlier a tenu un atelier autour des difficultés des enseignants débutants. Ceux qui étaient présents dans la salle se sont dit, mais on ne peut pas s'arrêter à juste un constat qui est triste et sans rien faire de plus. De là est né un autre groupe assez mal nommé en cette période de l'année, mais qu'on appelait le GRIP, groupe de recherche sur l'insertion professionnelle des enseignants, avec Evelyne Charlier à Namur. Mais ce groupe n'a pas pu perdurer parce que pas de mandat clair, parce que pas de disponibilité. Et heureusement, Catherine Vanillonneau et l'équipe du greffe ont permis de relancer les recherches. Et donc, au sein du greffe, qui est un groupe plus large, il y a eu un sous-groupe du greffe insertion qui s'est penché justement sur la question à partir de 2012. Alors, on signale aussi qu'on a tous les deux fait le certificat en aptitude, en accompagnement, pardon, des pratiques pédagogiques et professionnelles. Et entre autres, dans ce cadre-là, on a créé un dispositif qui s'appelait Bienvenue chez nous et qui a permis, dans le cadre de l'École supérieure de pédagogie de Bruxelles-Brabant, de former, au moins cette année-là, des référents internes au sein des écoles du primaire. Jusqu'à ce jour, une centaine de bénéficiaires ont pu participer à ce dispositif. On l'a ouvert à nos diplômés de la haute école EFEC Éducation, anciennement ISPG. Au départ, c'était les enseignants diplômés du primaire, mais petit à petit, on l'a étendu aux 3 sections, et on relève au passage que c'est surtout le dénominateur commun des débuts des enseignants, et les spécificités sont finalement assez relatives. Alors, on voulait avant tout offrir un espace de rencontre, de partage pour lutter contre l'isolement, et donc un espace où chacun se sente libre de prendre la parole, d'écouter, un espace pour discuter, chercher des pistes d'action, analyser les pratiques. Concrètement, sur une année scolaire, on propose 8 séances de 2 heures qui ont lieu le mercredi après-midi. Et notre rôle n'est évidemment plus un rôle de formateur, de psychopédagogue, prof, mais un rôle de facilitateur. Et on a à cœur assez vite de restreindre la distance et l'asymétrie qu'il y a entre eux et nous. Et donc, au départ, en tout cas, le dispositif est prévu pour des étudiants devenus enseignants dans leur première ou leurs 2 premières années d'insertion professionnelle.
Alors, on va plonger à l'intérieur d'une séance type de ce que nous offrons aux enseignants débutants. Donc, une importance est vraiment portée au climat et à la convivialité. La notion d'authenticité et de confidentialité sont aussi au cœur, de nos préoccupations pour garantir justement l'aspect sécuritaire dont Marc vient de parler. On a aussi à cœur, de se placer de manière à ce que tout le monde puisse se voir. Tout ce côté convivial est vraiment très important. On commence par un tour de table où les enseignants débutants peuvent déposer le quoi de neuf, donc depuis la dernière séance, ou si on démarre, beh, c'est quoi de neuf depuis la rentrée. Et on leur demande aussi de formuler une demande qui peut être, on appelle ça les 3 P, soit une problématique qu'ils rencontrent, soit une préoccupation qu'ils ont, dans leur métier, soit un projet qu'ils ont envie de mettre sur place. Et donc, ils démarrent par le quoi de neuf pour déposer et formulent une demande. Ensuite, alors il y a 2 variantes. Vous voyez qu'on est 2, on gère ce dispositif, Marc et moi, et une fois, on le gère sous forme d'un co-développement professionnel et l'autre fois, on l'appelle dispositif adaptatif. Alors ça se ressemble quand même, mais je vais expliquer la trame. Si on est dans une démarche de co-développement professionnel, on va choisir ensemble une problématique à traiter de fond en comble. Et si on est dans un dispositif plus adaptatif, on va prioriser les demandes et passer en revue les thématiques de manière un peu moins approfondie. Comment ça se passe? Donc, chaque enseignant débutant présente la situation. Il questionne cette situation, donc il prend du recul et le questionnement des pairs lui permet aussi d'avoir, ce questionnement avec de la hauteur. Ensuite, vient une partie, très riche où chaque participant peut proposer des pistes au propriétaire de la situation. Celui-ci termine la séance en identifiant quelles sont les pistes qu'il a envie de tester dans sa, pratique personnelle. Et ensuite, la clôture, elle concerne tout le monde. On prend vraiment un temps de réflexion, on se pose et on réfléchit avec quoi je repars et quels ont été les apprentissages, qui ont été réalisés, par chaque membre, participant à la séance, donc au dispositif AEDB. Et on termine avec, du pratico-pratique en redonnant le moment où on se revoit, la prochaine rencontre. Et on a oublié de le dire parce que c'est assez anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a aussi, un goûter qui est organisé, donc on se partage, qui s'occupe d'apporter de quoi grignoter et de quoi réaliser vraiment un petit cocon. Voilà, et pour, en clin d'œil, on signale d'ailleurs que justement, on aura demain la prochaine rencontre avec, les enseignants débutants, la réunion de décembre. On leur offre aussi un petit carnet en début d'année pour leur permettre d'avoir un petit carnet d'accompagnement qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, libre à eux. On arrive maintenant à dégager les thématiques et ce que je présente ici sur la dia, c'est les thématiques que nous avons dégagées de notre côté, Marie-Hélène et moi. Les dias suivantes présenteront le point de vue des participants. Et donc, sur une douzaine d'années, alors c'est une organisation qui vaut ce qu'elle vaut et qui nous est propre, mais sur une dizaine d'années, voilà ce que nous dégageons. Et donc, comme thèmes qui sont abordés par eux-mêmes, on pourrait catégoriser une première part de difficultés plus personnelles, de la fatigue qu'ils vivent, de comment s'organiser à titre personnel, de comment équilibrer leur vie professionnelle, leur vie familiale et garder, si possible, encore un peu de perspective pour une vie personnelle. Et puis après, les trois catégories suivantes, ben, je les ai nommées plutôt micro, méso et macro. Micro, ce sera donc plutôt au niveau de ce qui se passe au sein de la classe ou avec le collègue direct de la classe d'à côté. Donc, en particulier justement à difficultés liées à la gestion de classe, à la gestion des élèves en tant que collectif ou de certains élèves, en particulier ceux qui auraient des difficultés, voire des besoins spécifiques. La gestion des tâches administratives, celle du quotidien de la classe, et on sait qu'actuellement, ben, cette partie-là a pris une proportion peut-être un peu plus grande. On discute de la marge de travail en tant qu'individu, en tant que nouveau, mais au sein d'une équipe avec les collègues directs, et comment trouver assez d'espace pour préserver son credo et ses choix pédagogiques, alors que peut-être il y a une espèce de pression vers un conformisme local.
On aborde souvent des questions autour des autres fonctions à endosser. Donc, oui, j'ai été formé à être par exemple, titulaire de classe, mais je suis amené à vivre un rôle de co-enseignant qui passe d'une classe à l'autre, de polyvalent, d'enseignant de français langue étrangère, de DASPA ou d'autres variantes en la matière. Et puis, plusieurs d'entre eux enseignent dans le spécialisé sans forcément avoir fait de formation en orthopédagogie. Et donc, ces discussions, y compris sur le spécialisé, sont vraiment riches, et pas que pour le jeune enseignant ou la jeune enseignante en question, mais pour le groupe amené à garder un regard ouvert sur les réalités plurielles du métier d'enseignant, quel que soit le niveau de préscolaire jusqu'au secondaire. Le niveau de difficulté suivant qu'on a nommé niveau plus méso, ben, on rejoint plus les recherches sur la socialisation organisationnelle. Et donc, c'est plutôt de voir la relation entre le nouveau collègue qui arrive dans une école et les autres avec lesquels il est amené à travailler. Et donc, ces autres, c'est forcément la direction, les collègues, mais aussi des parents. Et donc, toute la question sur comment s'autoriser à trouver sa place, quelles sont les démarches proactives ou comment je me sens soutenu ou pas. Et on a parfois des difficultés et la part émotionnelle n'est pas toujours tout à fait légère à ce niveau-là. Il est partagé par tout le groupe. Le point suivant, c'est évidemment qu'est-ce qui fait que je vis bien ou un peu moins bien mon insertion, non plus dans une classe, mais dans une école. Et est-ce que mes valeurs se trouvent respectées avec un terrain qui permet de les mettre en œuvre? Et enfin, classiquement, vers le mois de mars-avril, d'autres questions émergent encore de se dire, mais quel est mon avenir dans cette école? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce qu'on m'envoie des signaux de la part des directions me laissant percevoir qu'ils ont envie de me garder? Et au-delà de l'envie, c'est est-ce qu'ils peuvent me garder? Est-ce qu'il y a de l'emploi disponible pour moi l'année prochaine? Et parfois encore d'autres tiraillements de je ne me sens pas bien dans l'école, mais je me sens engagé vis-à-vis de mes élèves? Est-ce que je m'autorise à quitter pour aller envisager de voir ailleurs, sachant que l'herbe a une autre couleur ou pas dans l'école d'à côté? Et enfin, les dernières difficultés et l'actualité développe cette difficulté macro plus qu'elle ne l'a été par les années précédentes peut-être. Donc tout ce qui est en lien avec gérer sa carrière, la dimension administrative, la recherche d'emploi, et quand on a un intérim d'un côté, qu'on doit retrouver un poste dans l'école d'à côté, ben, c'est parfois un long labeur, mais je crois que François abordera ces questions-là plus en détail. Peut-être juste rajouter que c'est vraiment par souci de confidentialité, parce qu'on l'offre, cette confidentialité aux enseignants débutants, qu'on a dégagé des catégories très larges sans rentrer dans les détails pour qu'on ne puisse pas reconnaître le vécu des différents enseignants. Alors, qu'est-ce que nous pensons en fait, que les enseignants, peuvent retirer de ce dispositif? Donc selon nous et selon les recherches que nous avons effectuées, durant ces dernières années, on pense que le, dispositif permet aux enseignants débutants de se sentir en sécurité. Il permet aussi de briser le sentiment de solitude. Hem, j'ai encore eu la remise des diplômes la semaine dernière, une enseignante débutante qui me disait: «Est-ce que je peux rejoindre le groupe? Parce qu'en fait, je me sens vraiment seule. J'ai plus de maître de stage, près de moi. Je n'ai plus de prof de la haute école qui vient me dire si ça va ou si ça ne va pas, et donc je me sens vraiment seule. J'ai ce besoin de retrouver un groupe de pairs avec qui j'ai été formée». On pense que le dispositif permet aussi de développer un réseau de soutien externe. On sait que, voilà, normalement depuis 2019, il y a des soutiens, au sein de chaque établissement au niveau vraiment interne, mais donc nous, on pense que l'externe permet de compléter, les besoins. Ça permet à nos enseignants débutants de s'exprimer en confiance. Marc en a parlé aussi, il n'y a pas de relation asymétrique, il n'y a pas de collègue qui risque de prendre sa place si on se dit en difficulté. Ça permet aussi de sortir du conformisme local. Ça beaucoup nous le disent, hein, ça permet de se reconnecter à l'idéal d'enseignant qu'on avait quand on était à la haute école. Et la dernière chose, mais pas la moindre, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ces pratiques, parce qu'ils nous disent souvent, ils ont le nez dans le guidon, et que ces 2 heures-là, c'est une aubaine pour pouvoir se poser et observer son agir professionnel à l'aide des pairs. Alors, les dias suivantes, ben, c'est de comparer un peu ce que nous pensons et ce que nous disent les enseignants débutants. On a organisé un questionnaire Forms
On va aller sans doute assez vite sur ces dias parce que je vois qu'il nous reste quelques minutes avant le terme de 20 minutes. On leur a posé la question de qu'est-ce qui nous fait venir, et donc on va passer en revue en particulier certains éléments mis en couleur, donc garder le lien avec des gens que je connais et un lieu connu, trouver du soutien, discuter entre pairs, profiter d'un espace de recul, partager des idées entre nous, donc entre pairs, entretenir une curiosité, se sentir accompagné par des gens qui comprennent de quoi il est question, pouvoir réfléchir ensemble, chercher des solutions pratiques avec d'autres nouveaux enseignants, et quelque part continuer à me former, entretenir un regard réflexif. Donc ça, c'est ce qui les fait venir. Alors, nous leur avons aussi posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui les fait rester? De manière assez générale, l'ambiance et le fait d'avoir une place pour déposer les choses, se décharger par rapport à une pression assez récurrente dans leur quotidien, l'espace bienveillant et sécurisé, et le fait qu'ils ne sont pas seuls dans leur pratique. Alors, le partager, tant donner que recevoir, c'est deux choses qui sont importantes aussi. L'idée de recevoir beaucoup de conseils et en même temps, la motivation, donc ça leur apporte vraiment de la motivation et un regain d'énergie. C'est un moment qui fait du bien. Voilà, puis la question suivante, c'est qu'est-ce qui favorise votre satisfaction? Et en gros, on va retrouver les mêmes éléments qui ont déjà été exprimés. Donc, pour aller un peu plus vite, il y a tous les éléments autour du climat, d'un groupe convivial, la dimension de partage, offrir et recevoir, et puis la dimension réflexion et des pistes pour l'action. Ensuite, on leur a demandé ce qu'on devrait ajouter ou renforcer dans notre dispositif. Et donc, comme Marc l'a dit, on a une réunion, une rencontre demain et on sera content d'explorer certains items. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Au niveau de la fréquence, ils aimeraient plus de rencontres, mais à la fois, ils disent ben, c'est difficile parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Ils aimeraient garder le dispositif plus longtemps. Au niveau de la durée des séances, là aussi, hein, ils voudraient que ce soit un peu plus long. C'est court 2 heures, mais à la fois ils disent caser 2 heures, c'est déjà pas évident. Ils nous proposent de limiter le temps de digression pour avoir plus de temps à consacrer vraiment aux problématiques et à l'émission de pistes. Au niveau des ressources, en fait, on leur permet d'avoir un accès à la bibliothèque, mais ils souhaiteraient avoir un accès plus large. C'est ça qu'on voudrait un peu explorer demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils aimeraient aussi plus d'apports théoriques, mais pas en séance. Mais donc, ils voudraient qu'on soit des repères aussi pour leur donner des conseils de formation, comment continuer à se former tout au long de la profession. Et alors, ils aimeraient un endroit pour centraliser les méthodes, les préparations. Et donc ça a déjà été fait par le passé, mais on va re-questionner demain aussi comment gérer, de pouvoir centraliser les aides pratiques. Et alors, peut-être terminer par ça, ils nous disent aussi, c'est une très bonne initiative qui mérite de perdurer. Et d'autres disent, mes collègues sont jaloux de ne pas avoir accès à un dispositif de ce genre. Je précise, on n'a pas inventé ces paroles-là, elles ont été dites pour, pour durer, mais on les a captées. Donc, quelque part, notre prise de recul, ben, vous l'avez compris, entre nos intentions et la perception qui nous renvoie, ben, on a l'impression de pouvoir relever une satisfaction globale. Alors, ça pose la question quand même, et c'est notre dernier dia de communication, hein, il y a la question de ceux qui sont présents, mais la question de ceux qui ne le sont pas. Et donc, ben, c'est quoi les profils de ceux qui sont présents? Est-ce que ce sont les étudiants qui étaient déjà les plus réflexifs ou ceux qui nous connaissent mieux? Et est-ce que ça explique pourquoi d'autres ne viennent pas parce qu'ils seraient dans d'autres attentes ou à moins bien nous connaître? Donc, hypothèse sur l'absence des autres, c'est aussi de se dire que par rapport à tous ceux qui ont le diplôme, ben, beaucoup n'entrent pas dans le métier, donc ceux-là ne sont pas demandeurs d'un accompagnement. Et puis, il y a ceux qui sont devenus professionnels, qui ont plus tellement envie de revenir à la haute école, ou même si c'est pas ce qu'on vise, ben, peut-être que quand même, symboliquement, c'est retrouver des lieux et des accompagnateurs qui ont un rôle de professeur, donc c'est se retrouver un peu sur les bancs des anciens étudiants. Est-ce que, et ça c'est plus positif, est-ce que leurs besoins sont satisfaits ailleurs, par exemple en interne ou via d'autres réseaux, et que donc ils n'ont pas besoin de l'accompagnement qu'on leur propose? On fait le constat d'avoir plus d'étudiants de section 2 que des autres sections, et donc ça relance la question du facilitateur moins connu, puisque nous enseignons surtout en section 2, Marie-Hélène et moi. Et puis de se dire, ben forcément, et c'est sans doute une cause principale, venir 2 heures le mercredi après-midi, plus le temps de trajet aller-retour, est-ce que eux le perçoivent comme un temps gagné?
ou comme un temps perdu par rapport à la crise du temps et plein d'autres choses qu'ils ont à faire. Et ils sont déjà dans un déséquilibre de ce qu'ils voudraient faire pour eux-mêmes et pour leur boulot. Donc sans doute que leur réponse pourrait être autre à ce niveau-là. Et donc on se pose la question en outre, mais certains travaux de mémoire de la FOPA ont parfois porté sur cette question-là, de situer notre dispositif en tant que dispositif externe, en complément, on l'espère en tout cas, en complément au dispositif interne proposé par les écoles au sein de leur établissement pour leur personnel. Et voilà, Mickaël, je pense qu'on est dans les temps. Donc, Oui, comme tu, merci beaucoup. voilà, comme tu l'as annoncé, peut-être l'une ou l'autre question de clarification si nécessaire. Et puis, on sera content de partager après les 3 présentations. Oui, bah peut-être l'une ou l'autre minute pour une question de clarification. Donc, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, voire à lever la main ou quoi que ce soit pour intervenir. Ici, on est bien sur des questions de clarification, des petits points précis sur lesquels vous voudriez un petit peu plus de détails ou des éléments où vous n'avez pas bien compris. En tout cas, moi, je voulais simplement dire que bah, c'est déjà impressionnant d'avoir plus de 10 ans d'accompagnement des enseignants débutants quand on a l'impression que c'est une question qui a été traitée plus récemment et de pouvoir aussi avoir ce travail réflexif d'évaluation dans une démarche d'amélioration continue du dispositif, c'est tout à fait remarquable. Donc bravo pour ça, hein, bravo pour ça. Est-ce qu'il y a des questions ici qui sont évoquées pour le moment par rapport aux questions de clarification ou autres éléments? Oui, je vois qu'il y a une question de Marie-Noël qui demande si vous avez parfois des demandes plus didactiques que pédagogiques qui sont demandées ici, oui. Mais je la vois lever la main, donc n'hésitez pas. Ouais, Oui. Marie-Noël. Oui, donc Oui, c'est ça. C'est pour les savoir enseignants. quel type. Pardon. Oui, oui, pardon. Oui, C'est juste pour savoir si leurs demandes sont surtout au niveau pédagogique, gestion de classe, gestion de conflits, etc., ou il y a des demandes plus liées à l'enseignement de la matière en particulier, donc de la didactique. Merci. De manière générale, c'est plus pédagogique, mais ça arrive aussi qu'il y ait quelques questions au niveau didactique ou comment enseigner telle ou telle matière. Et ça, je mettrais en lien avec ce qu'on disait, c'est revenir à l'idéal aussi et de reconnecter à comment on a appris à la haute école, parce qu'il y a parfois un fossé entre ce qu'ils voient. Simplement redire, c'est que nous, on a vraiment un rôle de facilitateur. Ça veut dire qu'on n'est plus dans notre rôle de prof à dire comment ils doivent enseigner, mais plutôt entre eux, ils vont remobiliser en fait leur savoir expérientiel et les savoirs acquis au niveau de la formation. Donc voilà, donc en gros, voilà la réponse. Je ne sais pas si... Oui, il y a souvent des Merci. mises en partage, de dire je suis en difficulté pour tel apprentissage, mais tiens, attends, moi j'ai justement travaillé ça, je vais pouvoir te communiquer quelques pistes pratiques. Peut-être une petite remarque aussi par rapport à la question, on a peu d'étudiants diplômés de section 3 parmi notre public d'enseignants. Et donc peut-être que le rapport est plus globalement en section 1 et 2 plus transversal et moins spécifique. Donc là, c'est une pure hypothèse, hein. On n'a pas d'éléments probants par rapport à ça. Ouais. Peut-être encore 2 questions spécifiques et puis après on fera la transition. J'ai une question de Nathalie Claus dans la conversation qui dit lors du dispositif de co-développement professionnel, prenez-vous part à la partie qui propose des pistes de solutions ou est-ce que ça vient uniquement des nouveaux enseignants? Alors, j'ai déjà répondu un tout petit peu, mais donc la posture qu'on vise, c'est vraiment facilitateur uniquement. Et Ah oui. voilà, on fait l'exercice qui n'est pas évident pour 2 enseignants, de ne pas intervenir. Et si les idées ne sortent pas à certains moments, comme on dit, on se permet de mettre une casquette alors de participant à certains moments. Mais en général, Ouais. de faire l'exercice depuis de nombreuses années, on note les pistes, les idées de pistes, et elles sortent sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et c'est ce qui les autonomise aussi dans le métier. Voilà. On croit à cette façon de faire, en tout cas, au niveau de la réflexivité. Mais c'est une bonne question, hein, parce qu'on a discuté souvent à nous deux et on s'obligeait au début à ne pas compléter avec nos perceptions. Et ce sont les enseignants débutants qui m'ont dit, mais si, on a envie d'avoir ça, mais alors on a convenu que si on apportait quelque chose, c'était après que les pairs aient pris la parole entre eux, sinon on avait, nous semblait-il, un essentiel à ajouter. Ouais.
Et j'ai une toute dernière question alors à prendre maintenant de Samuel Glinner qui demande si les difficultés macro sont bien expliquées lors de la séance. Est-ce que vous parlez des différentes possibilités d'enseignement et ce qu'ils peuvent faire plus tard par eux-mêmes ou pas dans les différentes institutions? Mais donc, les réponses se font vraiment en fonction des questions qu'ils nous expriment. Et donc, là, Mhm. c'est plutôt, finalement, j'hésite à rester dans cette école-là, j'envisage d'aller voir ailleurs. Et donc, la prise de recul du groupe et celle qu'on peut apporter en complément, c'est de dire, mais on a en tête le fonctionnement actuel, on a en tête les conditions et le contexte actuel d'une certaine pénurie, et j'insiste sur une certaine pénurie. Et donc, quand on entend quelqu'un qui est trop en désaccord dans son institution, on lui renvoie les questions, mais ce n'est en aucun cas à nous à prendre la décision à la place de qui que ce soit, mais de l'éclairer sur quels sont les possibles en termes de rebondissement dans une autre institution, voire dans un autre poste. Et toutes ces questions autour de spécialisé, pas spécialisé, ben, peuvent faire partir de la situation. Mais nous n'abordons pas de nous-mêmes la question de la thématique des grèves, des manifs, etc., sauf Mhm. si c'est un point qui émerge et qui vient vraiment à la demande d'un des participants. Ouais. Euh, il reste encore des questions, mais ça voit que ça ouvre largement le débat. Ce que je propose ici, c'est de peut-être garder le reste des questions et de revenir là-dessus en fin de Sous la loupe et de laisser le temps pour François Maya et Amandine Huet de pouvoir faire leur présentation. L'idée ici, c'est qu'on a commencé avec une introduction par la pratique et la mise en place de dispositifs. Maintenant, avec la logique du Sous la loupe, c'est qu'on va faire une prise de recul et revenir sur ce que maintenant peut apporter, enfin ce que la recherche peut apporter et comment est-ce qu'on peut croiser les différents regards. François, je te laisse donc la parole, etc. Je regarde encore si tout fonctionne bien et puis je laisserai moi-même la place à Marie-France Torder pour la suite. Ah, oui, on voit tout très bien. Donc, Ça je te laisse fonctionne bien. présenter et passer une bonne suite de Sous la loupe et bonne fête à tout le monde. Merci À à toi, bientôt. Michael. Ouais, au revoir. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc pour mon intervention, je vais vous proposer moi, de placer sous la loupe une population qui est essentielle au fonctionnement des écoles, mais qui est souvent peu visible. Donc on va avoir des éléments, beaucoup d'éléments qui vont faire écho à la présentation de Marie-Hélène et Marc, et j'espère que je vais pouvoir préciser certaines informations. Je vais mettre sous la loupe ces enseignants qui sont en début de carrière, mais en situation de précarité professionnelle. Et alors, je vais vous présenter une recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de doctorat à l'UC Louvain et qui est intitulée Précarité professionnelle des enseignants en début de carrière, analyse du vécu d'enseignants du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, très brièvement, le plan de mon intervention, je présenterai d'abord de manière assez classique hein, la problématique, le contexte, les objectifs et le cadre conceptuel de la recherche, ainsi que la méthodologie. Et puis, j'aborderai ensuite les principaux résultats autour des 3 questions de recherche, avant de conclure par quelques éléments de discussion et des pistes d'implication. Alors, d'emblée, la transition entre la formation initiale et l'entrée dans le métier constitue pour de nombreux enseignants un moment critique qui est souvent décrit dans la littérature comme un choc de la réalité. Et ce choc renvoie à la confrontation entre une représentation idéalisée du métier et les exigences concrètes du travail enseignant. La recherche s'est longtemps concentrée sur les dimensions strictement pédagogiques de cette transition. Et pourtant, être enseignant, on l'a vu dans la présentation de Marie-Hélène et Marc, c'est aussi s'inscrire dans une organisation, c'est travailler avec des collègues, c'est s'intégrer dans une culture scolaire. Et cette dimension est d'autant plus cruciale que les enseignants débutants sont généralement amenés à assumer immédiatement les mêmes responsabilités que leurs collègues expérimentés, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres professions, où là, les nouveaux se voient confier des tâches progressives. Et ce choc de la réalité a des conséquences parfois critiques, émotionnellement éprouvantes, qui fragilisent leur identité professionnelle en construction et qui impliquent des changements d'attitude dans l'exercice du métier et peuvent alimenter des intentions de quitter le métier. Pour les enseignants en situation de précarité professionnelle, que j'appellerai par la suite les EPP, pour faire plus court, cette transition est encore plus complexe, car la succession de contrats de courte durée, parfois dans plusieurs écoles simultanément, laisse supposer non pas un choc unique, mais une succession de chocs à répétition à chaque changement d'établissement, d'où l'image ici du ricochet. Le développement de la problématique m'a amené à considérer la précarité professionnelle des enseignants à différents niveaux.
Tout d'abord, à l'échelle institutionnelle, au niveau macro, cette étude s'inscrit dans un contexte de pénurie d'enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, pénurie variable selon les zones géographiques, les disciplines, et qui touche particulièrement l'enseignement secondaire. Et quand on dit pénurie d'enseignants, on dit également difficulté à trouver des remplaçants en cours d'année. Les enseignants débutants sont nombreux à vivre des conditions de travail précaires qui sont marquées par des contrats temporaires, des affectations multiples, je l'ai dit juste avant, des tâches hors champ disciplinaire ou des remplacements de courte durée. Et en matière de recrutement, les études menées en Fédération Wallonie-Bruxelles montrent de manière assez constante que les conditions d'emploi les plus précaires sont systématiquement reportées sur les enseignants débutants. Ensuite, à l'échelle des organisations scolaires, au niveau méso, il semble que les EPP reçoivent un soutien différencié, qu'ils n'ont pas tous le même accès aux ressources, qu'elles soient pédagogiques ou organisationnelles, et qu'ils se voient souvent attribuer des tâches ou des classes dont personne ne veut, et que la construction de relations stables avec les élèves, les collègues ou la hiérarchie soit conditionnée par les caractéristiques mêmes de leur emploi. Et puis enfin, à l'échelle individuelle, au niveau micro, il ressort que la précarité professionnelle est source de marginalisation, de stress et d'incertitude face à l'avenir, ce qui peut mener à l'abandon du métier. Donc, en somme, dans ce contexte changeant, dans lequel on observe ces dernières années une intensification et une complexification du métier, les novices d'aujourd'hui font des expériences initiales qui sont fortement différentes de celles de leurs prédécesseurs. Et l'objectif général de cette étude, c'est de comprendre comment les enseignants débutants vivent leur entrée dans le métier dans un contexte de précarité professionnelle. Et en particulier, j'ai cherché à analyser les effets de ces conditions d'emploi sur leur socialisation organisationnelle. Alors, pour ce faire, j'ai choisi de croiser deux cadres conceptuels. D'une part, une approche multidimensionnelle de la précarité professionnelle qui distingue les caractéristiques de l'emploi et l'instabilité contractuelle, l'incertitude économique, l'accès limité aux droits sociaux, des conditions de travail qui sont jugées insuffisantes, des opportunités réduites de formation et la vulnérabilité socio-professionnelle qui peut être entendue ici en trois dimensions. D'abord, la vulnérabilité structurelle qui est liée aux règles institutionnelles et aux conditions de l'emploi, la vulnérabilité organisationnelle qui est liée au fonctionnement des établissements et la vulnérabilité sociale et relationnelle qui est liée à l'intégration au groupe et à la reconnaissance professionnelle. Le deuxième concept que j'ai mobilisé, et qui fait à nouveau écho à la présentation de Marie-Hélène et Marc, c'est le concept de socialisation organisationnelle, qui est entendu comme le processus par lequel un novice va s'intégrer à une organisation scolaire, à ses tâches, à ses groupes, à ses normes, et cela se fait à travers des dispositifs qui peuvent être de type formel, des interactions informelles, ou par l'entremise de la propre proactivité du novice lui-même, proactivité qui peut être encouragée ou réactive par défaut s'il y avait certains manquements perçus dans l'école. Alors, trois questions de recherche ont guidé mon analyse. La première, comment les novices vivent-ils les conditions de travail précaires? Ensuite, quel est l'impact de ces conditions sur leur socialisation organisationnelle? Et enfin, quelles sont les stratégies qu'ils développent pour faire face à cette réalité? Alors, très brièvement, l'étude repose sur une approche qualitative. 19 entretiens semi-directifs ont été menés avec des enseignants débutants du secondaire en situation de précarité professionnelle en FWB. Ils sont âgés de 23 à 43 ans. Ils disposent d'une expérience allant de quelques mois à un peu plus de 3 ans. Et tous les participants possédaient un titre pédagogique, mais certains étaient engagés pour enseigner des matières qui ne correspondaient pas à leur formation initiale. Par exemple, on a un enseignant d'éducation physique qui était engagé pour prester des heures de religion, ou un autre qui avait une formation en sciences humaines et qui avait des attributions en français. Alors, j'en viens maintenant au cœur de la présentation. Je vais vous présenter les principaux résultats issus de l'analyse de ces 19 entretiens. Et donc, les résultats sont structurés autour des trois questions de recherche qui seront systématiquement rappelées en haut des dias qui suivent. Alors, tout d'abord, concernant le vécu de la précarité professionnelle, les EPP décrivent des parcours qui sont marqués par des contrats temporaires, des charges fragmentées, des affectations multiples. Ils sont souvent mobilisés comme des enseignants polyvalents, principalement pour assurer la continuité des cours, ce qui alimente chez eux, en fait, un sentiment d'être perçus comme des bouches-trous. Et dans ce contexte, la priorité est systématiquement donnée aux tâches d'enseignement au détriment de la formation continue ou de l'intégration dans l'école. C'est ce qu'exprime une des participantes, je vous lis.
Je mets toujours la priorité au cours. Je ne vais peut-être pas faire toutes mes formations, mais au moins je vais respecter les cours. Alors, les conditions d'emploi génèrent une faible légitimité perçue et un sentiment d'invisibilisation qui participe à la vulnérabilité structurelle. Et ces enseignants ont très peu de prise sur leurs conditions d'emploi ou la reconnaissance professionnelle qui en découle. Une participante nous dit à ce sujet, on est beaucoup moins considéré, que ce soit par les élèves que par les collègues. On ne va pas spécialement prendre le temps de discuter pendant 1 heure avec la fille qui, dans 10 jours, ne sera plus là. Malgré ça, les enseignants développent parfois un regard assez nuancé sur leur expérience. Donc, bien que ce soit stressant et incertain, cette phase est aussi perçue comme formatrice et enrichissante. Ces conditions sont parfois perçues comme des opportunités de découverte de différents contextes scolaires et d'opportunités de pouvoir tester différentes pratiques. Je résume le propos d'un participant à ce sujet qui nous dit « Il y a le côté stressant, mais ce que je trouve chouette dans l'intérim, c'est que moins de routine s'installe. » En ce qui concerne la deuxième question de recherche, les analyses montrent que la précarité professionnelle a un impact important sur la socialisation au groupe. Ces EPP décrivent fréquemment un isolement intra-organisationnel qui est lié à leur position périphérique dans les écoles. Ils racontent qu'ils passent souvent inaperçus, avec un accès limité à l'accompagnement, aux ressources et aux dispositifs de soutien plutôt formels. Et j'ai retenu cet extrait où une participante nous dit « Dans l'école où je n'ai que 5 heures, je suis un peu un fantôme ». Et dans certains cas, les enseignants eux-mêmes limitent leur investissement relationnel lorsqu'ils anticipent un départ rapide, dans le cas des intérims plutôt courts. Par exemple, je savais que j'étais là que pour 3 semaines, donc je ne faisais pas l'effort d'aller parler aux collègues. Niveau intégration, ce n'était pas terrible. En fait, on trouve dans ces extraits des traces de vulnérabilité relationnelle dans laquelle la faible reconnaissance et le manque d'ancrage et l'absence de relations bien établies viennent fragiliser ces premières expériences professionnelles. Ensuite, conjointement à cet isolement plutôt intra-organisationnel, on identifie aussi un partage interorganisationnel entre plusieurs établissements qui constitue un frein important à la socialisation, à l'organisation et au groupe. Et cette situation expose les enseignants débutants à une grande hétérogénéité des pratiques organisationnelles, que ce soit en termes de règlement d'ordre intérieur, d'utilisation des outils et des plateformes numériques, ou encore du fonctionnement pédagogique, que ce soit lié à des pratiques spécifiques ou à l'évaluation des élèves, ce qui entraîne une confusion des repères et souvent une difficulté à se stabiliser dans des routines professionnelles. Et faute d'accompagnement structuré, ces EPP sont souvent contraints d'apprendre seuls les codes et les attentes propres à chaque école, ce qui permet de générer des conflits d'engagement, notamment lorsqu'ils doivent arbitrer par eux-mêmes entre leur présence dans une école et leur implication dans une autre. Ici, on a des éléments qui relèvent plutôt d'une forme de vulnérabilité organisationnelle et qui entravent la possibilité d'un engagement durable et cohérent dans une culture scolaire spécifique. Très brièvement, l'extrait ici nous dit qu'il est difficile de savoir ce qu'on doit faire parce qu'il y a énormément de questions et c'est un peu une mini-formation, entre guillemets, sur le terrain qu'on doit faire. Et donc, il faut imaginer ces enseignants qui travaillent dans plusieurs écoles et qui doivent pouvoir par eux-mêmes donc comprendre le fonctionnement et y réagir de la manière la plus efficace possible. Et j'en viens aux réponses à la troisième question de recherche, qui était de savoir comment les novices en situation de précarité professionnelle font face à cette réalité qui s'impose à eux. Et j'ai pu identifier 4 mécanismes principaux. Premièrement, les enseignants débutants font souvent preuve d'une certaine forme de normalisation, voire de relativisation de la précarité, en ceci que l'instabilité des affectations et la variabilité des charges sont perçues comme des composantes, entre guillemets, normales du début de carrière, et la possibilité d'accéder à une certaine stabilité en termes de durée de contrat, de volume horaire, de reconduction des contrats, est généralement considérée comme dépendante d'un facteur plutôt chance, plutôt que du mérite ou d'une planification institutionnelle. Et dans ce contexte, les pratiques formelles de socialisation sont souvent inaccessibles ou inefficaces, tout simplement parce qu'en fait, les dispositifs formels prennent place, ont lieu, sont organisés au moment où ils ne sont pas dans l'école. Et donc, ça peut être aussi en raison d'une entrée tardive dans l'année, pour un intérim qui prendrait cours au mois de janvier, par exemple, ou aussi en raison d'une charge trop fractionnée. Et un exemple parmi d'autres,
Ils ont plein de remplaçants qui défilent. S'ils doivent faire ça pour tout le monde, pour une personne qui reste que 2 semaines, lui expliquer toute l'école, tout le fonctionnement, c'est peut-être une perte de temps pour pas grand-chose. C'était comme ça partout. Voilà ce qu'un de nos PP nous dit dans son entretien. Alors, deuxième stratégie, certains enseignants développent une posture plus stratégique en mobilisant activement le marché du travail pour essayer d'améliorer leur situation. Par exemple, quitter un emploi pour un autre, négocier leurs conditions de travail, par exemple l'aménagement de leur horaire hebdomadaire. Ça fait également écho aux informations qui ont été transmises dans la première présentation. Troisième stratégie, face à l'incertitude et à la précarité, certains EPP adoptent une posture de projection de soi en limitant leur engagement organisationnel, et cette stratégie s'inscrit dans une tension permanente. Faut-il tout donner dans l'école ou dans les écoles dans lesquelles je travaille, ou vaut-il mieux me préserver? C'est notamment ce que souligne le premier extrait sur cette dia, qui nous dit « Je ne vais pas faire une journée porte ouverte pour une école que je connais à peine, et donc je m'implique moins ». Et puis enfin, quatrième stratégie retenue ici, d'autres EPP optent pour une forme de proactivité en allant vers les collègues, en engageant par eux-mêmes la conversation, en posant des questions, malgré la peur d'être perçu comme incompétent. Et cette proactivité est souvent réactive, c'est-à-dire qu'elle est déclenchée par l'absence ou la superficialité des démarches formelles d'accueil et de socialisation dans les écoles. Elle est aussi conditionnée par la temporalité du contrat, au sens que plus le temps passé dans l'école est court, moins les enseignants jugent utile ou pertinent de s'investir. Mais lorsqu'elle est mise en œuvre, la proactivité atténue l'isolement relationnel et elle peut aussi faire l'objet d'un choix stratégique selon l'intérêt porté à l'établissement ou à la probabilité d'y être reconduit. Donc, quelques éléments de discussion et de conclusion par rapport aux résultats que je viens de vous présenter. Donc, l'analyse des 19 récits ici montre que le travail des enseignants débutants est marqué par des conditions d'emploi et de travail précaires, des contrats temporaires, des affectations multiples, le fractionnement de la charge, des tâches hors champ disciplinaire. Mais toutefois, ces conditions sont vécues de manière nuancée, entre le stress et l'incertitude d'une part, et des opportunités d'apprentissage et de découverte d'autre part. Il apparaît pourtant assez clairement que les enseignants intérimaires jouent un rôle central dans les établissements scolaires. Ils assurent la continuité des apprentissages, ils permettent de pallier les absences et les vides dans les grilles horaires. Et ce rôle est parfois reconnu, notamment à travers un accueil positif ou le partage de ressources pédagogiques, mais il est aussi parfois nié, ce qui rend l'expérience plus difficile, voire marginalisante. Et c'est là qu'apparaît vraiment le paradoxe des enseignants professionnellement précaires, c'est que d'une part, les caractéristiques de leur contrat entraînent une forme d'invisibilisation en périphérie, en marge des organisations scolaires, mais d'autre part, ce qui est attendu d'eux les place dans une posture d'hypervisibilité dans laquelle le moindre faux pas peut compromettre leur perspective de continuité dans l'école. J'en viens au point sur la socialisation organisationnelle. Alors, la précarité professionnelle ne facilite pas, on l'a vu, l'engagement dans la vie de l'école. S'engager durablement, collaborer, s'investir dans les relations professionnelles, ce n'est pas quelque chose d'évident dans ce contexte d'instabilité. Mais pourtant, les EPP tirent parfois parti de cette multiplicité de contextes pour apprendre la diversité des pratiques scolaires et explorer leurs préférences professionnelles. Si on regarde maintenant à travers le prisme de la vulnérabilité socio-professionnelle, la précarité semble en être la source à plusieurs niveaux. Alors d'abord, au niveau de la vulnérabilité sociale et relationnelle, elle est marquée par un manque de reconnaissance. Ça fait écho à d'autres recherches antérieures qui soulignent l'importance pour les enseignants intérimaires d'être perçus comme de véritables collègues, et ça même pour des remplacements très courts. En termes de vulnérabilité organisationnelle, qui résulte directement des conditions de travail éclatées en multisite ou via l'hétérogénéité des pratiques organisationnelles et du manque de perspective de continuité, cette forme de vulnérabilité complique l'intégration dans les normes, les cultures et les dynamiques internes des écoles. Et puis enfin, en termes de vulnérabilité structurelle, les EPP sont impuissants face à leurs conditions d'emploi, dont la stabilité dépend souvent de facteurs externes. On a parlé de chance tout à l'heure. Ce type de vulnérabilité se manifeste par de la docilité, la normalisation, le fait d'accepter de manière inconditionnelle la précarité professionnelle qui s'impose à eux en début de carrière.
Et ce dernier constat invite à questionner les logiques de flexibilisation du travail qui tendent à faire de la précarité davantage une modalité de gestion des trajectoires professionnelles plutôt qu'un problème à résoudre. Et je termine, je suis dans les temps, avec quelques perspectives à la fois pour la recherche, pour le système éducatif et pour les organisations scolaires. Alors, sur le plan de la recherche, deux pistes m'ont semblé particulièrement importantes et ce sera la suite de mes recherches ultérieures. C'est d'abord le fait d'approfondir l'étude de ces enseignants en situation précaire dans la durée à travers des études longitudinales pour mieux comprendre l'évolution de leur insertion professionnelle et de leur socialisation. Et puis, deuxième piste, ce serait d'aller voir ce que ça implique pour les écoles. Comment est-ce qu'elles dépendent elles-mêmes des enseignants professionnellement précaires et quelles pratiques d'accueil, de reconnaissance et de soutien est-ce qu'elles mettent ou pas en place. Au niveau du système, on l'a vu, les conditions d'emploi influencent l'attrition, donc le fait de quitter précocement le métier des enseignants et tendent à aggraver les situations de pénurie et de personnel. Et les éléments que je vous ai présentés soulignent l'urgence de renforcer les mécanismes institutionnels de protection et de soutien pour une population qui est essentielle, mais dont la stabilité professionnelle demeure toutefois fragile. Et enfin, en ce qui concerne les implications pratiques pour le terrain, il me semble essentiel qu'un accueil structuré et formalisé soit assuré pour tous les enseignants, quel que soit le moment de leur entrée dans l'école ou de la durée du contrat, même si ce n'est pas facile pour les organisations à mettre en place. Il semble aussi important de favoriser la continuité entre les remplacés et les remplaçants, une fois que les remplacés reviennent en poste. Et puis, quelque chose qui m'est venu grâce à la présentation de Marie-Hélène et Marc, ce serait aussi de pouvoir réfléchir au niveau de la formation initiale de dispositifs de suivi, de moments de discussion, vu tous les bénéfices qui ont été présentés juste avant. Voilà, je vous laisse avec cette petite illustration qui nous dit « Je suis remplaçant et je ne sais pas encore où j'enseignerai demain matin, ni à quel niveau j'enseignerai. » Merci pour votre attention et on a la place pour quelques questions, 20 minutes tout pile. Merci. Merci François pour cette présentation très claire donc, sur la précarité des enseignants en début de carrière, précarité professionnelle. Alors maintenant, 2-3 minutes pour des questions d'éclaircissement, comme ça on gardera du temps après la présentation d'Amandine Huet pour aller un peu plus dans le fond. Est-ce que certains veulent lever la main ou écrire la question dans la conversation? Alors, donc Valérie, on garde bien votre question pour Marie-Hélène et Marc. Je passe à la question de Samuel Gliner. De quelle population parlez-vous? Les novices sont des futurs enseignants dans quel établissement et de quel niveau d'études sont-ils avant d'être dans l'enseignement professionnel? Est-ce que vous pourriez préciser peut-être votre question, Samuel? De quel type d'enseignement parlez-vous ici? Vous pouvez allumer votre micro peut-être pour qu'on entende la question plus précisément. Ah, pas de souci. Enfin, si vous voulez éclaircir la situation et la question, n'hésitez pas à lever la main, à la réécrire ou alors à prendre la parole tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre question d'éclaircissement qui vous conviendrait pour l'instant? Ah voilà, ici une question de Nicolas Richel. Cette recherche est-elle envisagée dans l'enseignement fondamental ou avez-vous connaissance d'une telle recherche menée en parallèle de la vôtre? Oui. Alors, la recherche, en ce qui me concerne pour la thèse, va se centrer sur l'enseignement secondaire. Maintenant, les résultats que je vous ai présentés ici ont été collectés conjointement à toute une série de mémoires de maîtrise que j'ai pu accompagner ces dernières années, et certains mémoires portaient sur la population spécifique de l'enseignement fondamental, tant au niveau préscolaire que primaire. Et les résultats sont sensiblement les mêmes. Les préoccupations des enseignants précaires sont globalement les mêmes. Voilà, ici, c'est par choix voilà, j'ai dû poser un choix et me concentrer sur la population du secondaire. Mais donc, effectivement, il y a des résultats qui existent. Maintenant, ils ne feront probablement pas, pour ma part, l'objet d'une publication et d'une présentation par la suite. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci François.
Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question avant de passer à la présentation d'Amandine? Non? Alors, je propose d'enchaîner. Il nous reste une demi-heure ensemble. Donc, Amandine, à toi la parole. Donc, 20 minutes de présentation. Et puis alors, on passera aux éclaircissements et à des questions plus larges qui concernent tous nos présentateurs. Amandine, la parole est à toi. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais partager mon PowerPoint. Voilà, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voyez bien? Oui? Ok, d'accord, super. Voilà, donc moi je vais vous présenter, je vais peut-être m'inscrire un petit peu d'une manière anticipée par rapport à mes collègues en vous parlant de la formation initiale. Et mon propos est de réfléchir à comment accompagner les étudiants stagiaires peut-être autrement. Et j'explique tout de suite ce que je veux dire par troisième espace. Donc voilà, c'est une présentation relativement classique, donc je ne vais pas m'étendre sur cette dia-là. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, donc vous le savez, nos sociétés occidentales, elles évoluent fortement et donc on a besoin, pour faire face à la complexité sociétale, de citoyens qui sont capables de prendre leur place, qui ont des compétences scientifiques, lesquelles ont très fortement évolué. Et donc, évidemment, c'est un défi pour les écoles d'arriver à former ces futurs citoyens. C'est un défi pour les enseignants à qui on demande de faire évoluer leur métier. Et donc, parallèlement, on regarde vers les formations initiales, puisque comment est-ce qu'on va pouvoir former nos enseignants à enseigner différemment? Donc, tout ça, ça s'inscrit dans un mouvement de professionnalisation qui est né dans les années 60 aux États-Unis. Alors, ça s'est inscrit un peu différemment selon les contextes, mais il y a quand même des grandes tendances qu'on peut observer. On voit par exemple qu'il y a un allongement du système de formation et souvent une universitarisation de ce parcours. On voit également qu'il y a donc un adossement qui est renforcé à la recherche scientifique, mais également une valorisation de la formation sur le terrain, donc formation pratique. Et donc, pour essayer d'avoir ces deux pôles-là, eh bien, il y a une multiplication des partenariats institutionnels. En Belgique, ça s'est traduit par la fameuse réforme de la formation initiale dont vous avez certainement entendu parler. Et qu'est-ce que nous avons choisi? C'est d'une part effectivement un allongement du parcours de formation pour les sections 1, 2, 3, mais surtout une codiplomation entre les institutions de formation, donc soit la haute école et l'université qui interviennent réciproquement dans ce qui était initialement leur dispositif de formation. Parallèlement, il y a aussi une valorisation accrue du terrain par la mise en place d'un stage long en dernière année de formation. Et donc, ça pose la question de comment est-ce qu'on va finalement collaborer entre tous ces partenaires de la formation initiale. Ça pose également la reconfiguration des rôles, puisqu'il y a un nouvel acteur qui intervient. Je parle ici pour les sections 1, 2, 3, donc les sections qui forment les futurs enseignants maternels jusqu'à enseignement secondaire inférieur. Ces acteurs différents, eh bien, ils sont ancrés dans des cultures professionnelles qui leur sont propres et donc potentiellement des confrontations de logique, de pratique, avec peut-être des tensions qui peuvent compromettre l'objectif de co-formation. Et plus spécifiquement par rapport au stage, ça pose la question de la relation d'accompagnement. Comment est-ce que ces différents acteurs de la formation vont accompagner, notamment pendant le stage? Alors, on le sait, hein, la collaboration interprofessionnelle, ce n'est pas du tout un allant de soi, sinon ce serait bien pratique, il y aurait certainement moins de problèmes. Et donc, la question est comment est-ce qu'on va pouvoir favoriser cette collaboration de ces différents acteurs autour du stagiaire, probablement, peut-être, via un accompagnement de type troisième espace. Donc, c'est un concept qui reste un peu théorique et peu étayé empiriquement, et en tout cas dans des contextes plutôt anglo-saxons. Alors, moi, évidemment, par mes lectures, j'ai beaucoup été intéressée par ce concept. Et donc, je vais d'abord brièvement déplier les principes de ce troisième espace pour essayer de m'adosser à ces principes théoriques pour construire un dispositif qui favoriserait donc cette collaboration. Alors, troisième espace, c'est quoi? Mais c'est un espace qui peut émerger quand des personnes sortent de leur confort, sortent de leur ancrage professionnel pour se rencontrer, donc franchissent les frontières, arrivent donc dans un espace qu'ils n'auraient pas nécessairement connu, ou en tout cas, ils vont sortir de leur zone de confort,
Et cette confrontation des différents points de vue peut faire émerger une certaine construction de connaissances hybrides et une évolution des postures. C'est un concept qui a été introduit par Baba dans ses théories postcolonialistes, j'y arriverai, mais qui a été introduit dans la formation initiale par Zechner aux États-Unis, quand il a vraiment critiqué un système de formation des futurs enseignants qui était vraiment déconnecté de la réalité. Et donc, il a plaidé pour quelque chose qui soit plus intégré, qui soit vraiment la confrontation des différents points de vue, donc de ces différents espaces qui sont la formation initiale et le terrain. Alors, il existe quand même une littérature là-dessus et donc différents principes qu'on peut étiqueter. Le stage, il est identifié comme étant la base d'un fameux franchissement de frontières pour l'émergence de ce troisième espace, puisqu'il y a l'espace de formation des hautes écoles, voire de l'université, et il y a l'espace du terrain. Et quand les différentes personnes, le stagiaire évidemment qui arrive sur le lieu de l'école, mais également les superviseurs qui vont sur le lieu de l'école, mais là il y a un franchissement de frontières. Idem pour le maître de stage qui va être confronté à la logique de formation des hautes écoles ou de l'université. Alors, où est-ce qu'on peut se rencontrer? Eh bien, certains auteurs disent que c'est intéressant de se déplacer jusque dans les écoles parce que ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance des réalités scolaires et qu'en plus, c'est apprécié par les enseignants. C'est aussi un processus, la théorie du troisième espace. On dit que pour construire un troisième espace, il y a toute une série d'ingrédients qui sont intéressants. La planification, le leadership, évidemment, comme c'est bien souvent le cas dans la plupart des éléments de collaboration, eh bien, il faut un climat de confiance qui permettra une communication ouverte et authentique, des expériences significatives qui vont permettre potentiellement des dissonances cognitives, lesquelles vont générer des oppositions ou des négociations. Alors, dans la littérature, c'est pas du tout, ça pourrait apparaître comme un frein, mais au contraire, dans la littérature, c'est vraiment identifié comme étant un atout, voire même comme étant un élément indispensable pour permettre la discussion entre des institutions qui, par nature, portent des savoirs différents. Il y a aussi toute une série de leviers que nous pouvons identifier et qui sont de 3 ordres, individuel, organisationnel et institutionnel. Il y a parfois des statuts qui permettent de franchir un boundary broker, donc qui permettent de franchir les frontières, mais il y a aussi des leviers organisationnels. Ça veut dire que l'organisation doit permettre, en fait, ce troisième espace doit mettre, par exemple, très concrètement, à disposition des locaux, doit permettre du temps à ces équipes pour organiser ce genre de dispositif. Et il y a aussi des leviers institutionnels. Ça veut dire que dans des systèmes qui vont favoriser la collaboration, ça permettra peut-être davantage de s'implanter que des systèmes qui ne le permettent pas, qui ne soutiennent pas en termes de récompense, par exemple, ce mode de fonctionnement. Bien sûr, il y a toute une série de défis parce que c'est difficile de sortir d'une relation asymétrique. Bien souvent, on dit que c'est l'université ou la haute école qui vont imposer leur manière de penser, mais en fait, bien souvent, l'école aussi le demande. J'imagine pour ceux qui sont superviseurs ici, peut-être vous avez déjà entendu, oui, mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que je dois faire, moi? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et donc, c'est pas évident de sortir de cette relation asymétrique. Ça génère bien sûr de l'inconfort quand on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas ou moins. Et cet inconfort peut effectivement émerger, il peut émerger des tensions d'ordre relationnel, organisationnel et institutionnel. Donc finalement, on a un petit peu le pendant des leviers. Mais si on parvient à dépasser ces leviers, eh bien la littérature indique qu'il y a quand même, qu'il devrait y avoir, ça reste théorique, toute une série d'effets, tant sur les acteurs, par une co-construction de savoir, par des nouvelles compréhensions, que sur le terrain, pour l'école, ça génère un sentiment de communauté, des apprentissages pour les enseignants, et ça générerait aussi des apprentissages ou des effets positifs pour l'institution de formation, avec une amélioration de l'articulation théorie-pratique, par exemple. Alors, sur ces bases-là, eh bien, pour préparer finalement le stage long qui aura lieu l'année prochaine, dans le cadre de notre réforme,
eh bien, on s'est interrogé sur la manière dont on pourrait imaginer un dispositif qui serait adossé finalement à ces principes-là et qui favoriserait davantage la collaboration de tous les intervenants. Et donc, on a mis en place une recherche-intervention avec différents objectifs selon Marcel, hein, qui est vraiment heuristique pour produire de la connaissance, mais aussi qui peut soutenir l'évolution des postures et interroger les rapports entre savoirs de manière plus large. Très concrètement, il y a eu plusieurs récoltes de données, des entretiens avant et après cette mise en place de dispositifs d'accompagnement, des storylines et évidemment des séances qui ont été enregistrées et retranscrites à chaque fois. Des participants aussi, donc on avait envie bien sûr d'avoir un représentant clé de chaque domaine de formation avec des étudiants. À l'époque en Bac 3, puisque la réforme, elle arrive seulement à son terme ici l'année prochaine, donc on n'a pas de Master 1, mais c'était des étudiantes en fin de formation. Leurs 2 maîtres de stage, 2 formatrices haute école, psychopéda et didacticienne, et une formatrice de l'université, puisque c'était important de faire intervenir ce nouvel acteur institué par la réforme. Il y avait également une chercheuse, donc à savoir moi, hein, à l'initiative du projet, qui a planifié ce dispositif, qui concrètement a pris la forme de 4 séances, principalement durant la période de stage et sur le lieu de stage, hein, conformément à ce que nous dit la littérature. Pour avoir des leviers organisationnels, eh bien, il y a eu le remboursement des frais de déplacement pour les formateurs. Et en ce qui concerne les étudiantes, il y avait 3 heures hors classe, et ça s'inscrit vraiment dans une volonté de développer la socialisation organisationnelle que mes collègues, et que François en tout cas, a bien développé préalablement. Alors, le dispositif, il a été pensé, hein, et tout d'abord, c'était vraiment important d'installer un climat de confiance et de réaffirmer l'expertise de chacun pour avoir ce qu'on appelle la fameuse communication ouverte et authentique. Et donc, pour ce faire, on a d'abord mis en place une problématique qui a été proposée autour du positionnement des différents acteurs dans l'accompagnement des stages et des rôles que pouvait prendre chacun des acteurs, notamment en termes de socialisation organisationnelle. Donc voilà, quelque chose qui potentiellement pouvait rassembler tous les acteurs. Et également une discussion autour de la réforme, quelles étaient les compréhensions des logiques par rapport à la réforme chez les différents acteurs. Et donc, ça avait vraiment pour objectif de poser les choses et d'apprendre à se connaître. La séance 2, alors là, on rentrait vraiment dans le cœur du dispositif et de cet accompagnement. On a essayé de mettre en place des incidents critiques qui pouvaient générer donc des expériences significatives, mais sécurisantes. Sécurisantes, pourquoi? Parce qu'on leur a proposé de penser à des incidents, ou en tout cas des expériences qu'ils avaient eues dans un autre stage ou avec un précédent stagiaire pour la première séance. Donc toujours en lien avec l'accompagnement, avec la prise des rôles. Et donc, en fait, très vite, effectivement, il y a ces fameuses dissonances cognitives qui sont apparues. Par exemple, une maître de stage a expliqué qu'ils avaient eu des soucis une fois avec des stagiaires qui arrivaient finalement de plus en plus tard lors de leur prise, de leur arrivée sur le lieu de stage. Donc, au début, ils arrivaient à 8h et puis à 8h15 pour finalement arriver 5 minutes avant le début des cours. Et là, en fait, on a vu qu'il y avait 2 cadres de référence qui rentraient finalement en tension. Il y avait un qui était plutôt normatif, la règle comme une espèce d'évidence implicite. Le maître de stage disait, mais attendez, il faut pas que ce soit écrit, c'est un bon sens. On vient bien plus tôt que le début des cours pour préparer, pour mettre en place, etc. Tandis que la didacticienne disait, oui, mais si vous n'expliquez pas, si vous ne dites pas que c'est un problème, peut-être que l'étudiant de bonne foi ne voit pas qu'il y a un problème. Et donc, on voyait là très vite 2 cadres qui rentrent en tension. Donc, comme je le disais, l'un plutôt normatif et l'autre plutôt pédagogique. En fait, il faut expliciter la règle. C'est une condition pour un accompagnement qui se doit d'être formatif. Ce qui est arrivé aussi, c'était intéressant, c'est que le carnet de stage est devenu un espèce d'objet frontière parce que la psychopéda était en train de retransformer son carnet de stage et à demander des éléments d'éclaircissement. Mais tiens, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si je fais ça comme ça pour
prochains étudiants? Est-ce que c'est clair? Donc ça, on a vu que c'était un objet qui finalement devenait aussi un artefact et donc on pouvait finalement se pencher et avoir différents regards sur ce même objet. Alors, troisième séance, pardon, on ne parle plus d'expérience significative sécurisante. Ça l'est toujours, bien évidemment, mais là, on est dans une expérience actuelle. Donc là, on a demandé d'imaginer, de réfléchir, de présenter un incident critique qui était actuel. En tout cas, un incident, quelque chose qui les interpellait, qui les questionnait. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que on a vu qu'il y avait déjà des éléments innovants qui se mettaient en place, notamment par rapport à la question des feedbacks et notamment par rapport aux mémoires, donc en fait, ou au TFE en tout cas, à ce moment-là. Puisque les étudiantes ont partagé le fait que cette fois-ci, ils avaient vraiment un échange intéressant avec leur mémoire, avec leur maître de stage sur leur sujet de TFE. Et la discussion s'est encore enrichie quand la formatrice universitaire a questionné finalement la méthodologie employée par l'étudiante. Bah, tiens, tu fais comment? Et ça. Et donc, on a vraiment vu à nouveau une discussion portée par des regards pluriels autour de ces TFE. Et donc, à nouveau, ça devient un objet frontière. Très, très intéressant également, et presque la magie qui opère, c'est que on a vu émerger des comportements proactifs. Par exemple, lors de cette séance, la didacticienne a dit, mais ce serait quand même vraiment intéressant si on pouvait venir filmer lors de votre travail dans vos classes et qu'on pourrait, lors de notre 4e séance, partager ça. Ça a été soutenu aussi par la formatrice d'université qui disait, bah oui, c'est l'autoconfrontation, c'est super intéressant pour discuter de la pratique. Et donc, en fait, des choses qui n'étaient pas prévues, eh bien, ce sont les acteurs qui portent finalement ces nouveaux types de comportements et qui proposent des choses. Et donc, pour la 4e séance, là, on était sur des expériences significatives authentiques, puisque entre les deux, les séances 3 et la séance 4, la psychopéda avait été filmée, non, la didacticienne, pardon, avait été filmée lors de séances, avait sélectionné des éléments qui paraissaient intéressants pour elle, et donc nous les avons soumis au groupe, et à nouveau, on a pu discuter de ces séquences. Ah bah tiens, là il se passe ça, pourquoi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et donc, c'était intéressant parce que, évidemment, c'est un apprentissage pour l'étudiante, mais très vite, on a vu que c'était aussi un apprentissage pour l'enseignant qui dit, ah bah tiens, ah bon, moi je me rends compte que je faisais ça. Ça, j'avais jamais pris conscience que j'étais comme ça, ou ah oui, là, je remarque que un élève, il fait ça, j'avais jamais vu, etc. Donc, c'était vraiment très, très chouette également. Quelques résultats, ben, comme je le disais, hein, une émergence de comportements proactifs, parce qu'également, les étudiantes ont proposé pour la dernière séance, elles disent, ah mais tiens, moi j'ai cet outil-là qui peut-être est intéressant pour vous, est-ce que vous voulez que je le présente? Oh, bah oui, super. Et donc, l'étudiante a présenté un outil qui pouvait intéresser l'ensemble du groupe, la psychopédagogue hein, qui a présenté son nouveau carnet, le co-enseignement avec les traces filmées. Il y a aussi vraiment un principe de reconnaissance d'autrui et une certaine décentration de sa propre individualité, dans le sens où les étudiants remarquent, disent, ah oui, en fait, on se rend compte tout le travail qu'il y a derrière aussi, et que parfois l'accompagnement, c'est pas simple pour nous, mais c'est pas simple non plus pour les superviseurs. Il y a également peut-être des postures qui ont été éclairées. Et également, un fameux enjeu, à mon sens, c'est la question des stéréotypes par rapport à l'université, puisque il y a eu des personnes qui ont dit, bah oui, tiens, en fait, je me rends compte que la prof d'université, elle est comme nous, elle parle comme nous, et on la comprend, et c'est super intéressant. Donc ça, c'était chouette aussi de voir ces éléments-là qui ressortaient. Donc vraiment, une évolution dans la représentation d'autrui. Les incidents critiques, l'autoconfrontation croisée, eh bien, c'est vraiment un support hein, qui est intéressant puisqu'il permet de débriefer ensemble. C'est corroboré par les différents verbatims qui ont pu être étiquetés lors des entretiens en fin de dispositif.
Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est vraiment la possibilité, grâce à ces incidents critiques, à ces confrontations, de faire une alternance, de faire une articulation, pardon, théorie-pratique, puisqu'on est sur les moments qui posent question et chacun peut, avec ses compétences et avec son domaine de réflexion, proposer des points d'articulation théorie-pratique. Un apprentissage professionnel pour les enseignants selon les étudiants, mais également pour les maîtres de stage qui reconnaissent que en fait, ça leur a apporté pas mal de nouvelles idées et que ça leur a permis aussi d'y voir un petit peu plus clair avec la réforme, puisque bien sûr, les discussions ont parfois débordé sur la réforme et sur les implications de ces nouveaux dispositifs de formation. Un partage de la co-construction, puisque le carnet, hein, l'objet frontière, a pu être enrichi par les regards pluriels, puisque le maître de stage a regardé, on a fait des notes, on a proposé une nouvelle mouture, ou en tout cas la psychopéda a pu entendre les éventuelles pistes d'amélioration que le groupe proposait. Et alors, ce qui était intéressant aussi, c'est vraiment les mots des maîtres de stage qui disent, OK, pour une fois, on nous a entendus et on a pu donner notre avis, et ça, c'est vraiment agréable. Ce qui permet peut-être une certaine évolution dans les postures. Les étudiants nous disent, nous, on s'est vraiment senti comme si on était dans notre futur travail, comme si on était une enseignante, et la posture aussi des maîtres de stage dans le rôle d'accompagnement qui évolue apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est qu'effectivement, cette émergence de troisième espace, elle est conditionnée à un processus qui doit être dynamisé, hein. Le partage d'incidents critiques, ça semble porteur, mais selon nous, ça doit être pensé et pensé dans un certain processus progressif pour favoriser la sécurité, le climat de confiance, pour penser également pour faire émerger des dissonances cognitives qui permettent un repositionnement mutuel, hein, et la distribution des droits et des devoirs. Comment est-ce que moi je me positionne? Est-ce que c'est un troisième espace? Est-ce qu'un réel troisième espace a émergé? En tout cas, il y a des traces qui nous laissent penser que oui, mais bien sûr, c'est une temporalité courte. Et la question du rôle de la médiation du chercheur, de la chercheuse, pose question, puisqu'elle paraît quand même, donc ce rôle paraît important à tout le moins, mais bien sûr que ce rôle du chercheur doit s'effacer au profit des équipes, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? C'est un enjeu d'avenir, hein, de développer des cadres de collaboration interinstitutionnelle beaucoup plus souples, plus réflexifs, dans le cadre de notre réforme qui va mobiliser différents espaces de formation. On peut peut-être approfondir ces questions d'émergence et de pérennisation, reconnaître que c'est un fameux enjeu de la réforme. Maintenant, qu'est-ce que les différents consortiums vont décider de faire? Quelle va être la marge de manœuvre dans les hautes écoles? Et finalement, ces trois espaces de formation, école, haute école et université, peut-être, c'est un enjeu évidemment non pas de troisième espace, mais de quatrième espace chez nous, puisque la formation est portée par deux institutions de formation. Quoi qu'il en soit, c'est une période avec beaucoup de défis, mais c'est une période qui est vraiment propice à la réflexion. Et moi, j'ai envie de dire, soyons ambitieux dans cette période. Voilà, voilà. Merci Amandine. Merci pour votre écoute. Merci pour ta présentation très claire sur ce troisième espace. Il nous reste 5 minutes. Alors, je propose que les premières minutes ici puissent être consacrées peut-être à la présentation d'Amandine. Est-ce que vous avez un éclaircissement ou directement une question à poser à Amandine? Et puis, on peut élargir de manière plus large pour François, pour Marie-Hélène et Marc. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser la question directement ou à la déposer dans la conversation. Si quelqu'un veut poser une question d'éclaircissement ou directement une question sur ce troisième espace, oui? Vas-y, Marie-Hélène.
C'est une mini question, Amandine. C'est juste par rapport au carnet de stage. On se posait la question avec Marc. Il s'agit bien du carnet de stage effectué par la haute école et qui sert, comme tu dis, de zone de frontière entre. C'est pas le petit calepin que le maître de stage complète. Non, c'était vraiment dans le cadre de cette haute école, la psychopédagogue était vraiment en train de refaire toute sa communication de carnet de stage, mais donc de l'étayer davantage et notamment de mettre aussi parfois des petits points de théorique, notamment sur le co-enseignement, qui est d'ailleurs revenu dans nos discussions. Et elle se disait, mais tiens, est-ce que si je présente ça comme ça, est-ce que c'est bien clair pour vous? Et donc, effectivement, c'était le carnet de stage à destination des écoles et elle en faisait vraiment quelque chose d'intégré, tant pour l'école que pour l'étudiant, en fait, pour avoir un seul outil. Merci. De rien. Alors, une autre question pour nos présentateurs du jour. Sinon, en attendant, je peux reprendre la question de Valérie qui a dû nous quitter. Donc c'était pour Marie-Hélène et Marc. Avez-vous déjà eu l'occasion de faire part de votre dispositif et ou de vos constats auprès de l'administration de l'enseignement obligatoire? Oui, peut-être très brièvement, oui, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années, on a fait pas mal de communication à propos de ce dispositif, tant Marc que moi. Et par exemple, on en avait parlé au niveau du CEGEC, mais c'est une question qui reste dans notre tête, et on l'a présenté. Qui doit proposer un dispositif comme ça, l'Institut de formation ou la formation continue? Et donc, voilà, donc on a déjà fait connaître ce dispositif et on n'est pas les seuls à proposer. D'autres hautes écoles proposent aussi un service après-vente à leurs enseignants débutants. Mais voilà, donc on pense que c'est connu, mais on se disait avec Marc jusqu'où, à quel point. Et je ne sais pas, comme Valérie nous a quittés, quelle est la question qu'elle avait à l'arrière de sa tête par rapport à ça. Mais voilà. Marc, tu veux rajouter? Non, simplement en rebond plutôt qu'en réponse directe à la question, c'est de se dire ce qu'on offre, c'est un dispositif d'accompagnement externe qu'on espère être complémentaire à ce qu'ils peuvent avoir ou pas en accompagnement interne. Donc le but n'est pas de faire redondance, le but n'est pas d'augmenter le nombre d'heures qu'ils doivent consacrer à ces prises de recul. Et j'ai parfois discuté avec des directions d'école qui semblent intéressées par, et peut-être qu'au niveau du réseau de l'enseignement catholique que je connais un peu mieux, peut-être qu'à certains moments, développer quelque chose au niveau de l'entité, mais par des personnes plus extérieures, pourrait être quelque chose de favorable. Ce qui me paraît important en tout cas, c'est de distinguer que quand on est à l'externe, ce sont des personnes qui n'auront pas un pouvoir sur les participants. Et j'ai entendu parfois le contraire, justement, quand il s'agissait d'un niveau communal, avec quelqu'un qui avait un rôle détaché pédagogique et qui pilotait un système de ce genre-là. Mais comme cette personne a un pouvoir sur les attributions, les affectations, le renouvellement de mandat, je connaissais deux participants, l'un qui disait je vais surtout ne pas ouvrir la bouche pour ne pas me mettre en danger, alors que l'autre se disait mais moi je me sens à l'aise avec cette personne, donc j'ose me confier. Donc il y a les faits et puis il y a la perception des rôles. Donc vraiment comment assurer en tout cas cet espace sécurisé dont on a parlé tout à l'heure. Merci. Ici, une question de Nathalie Claus. Quel conseil donneriez-vous aux directions d'école pour soutenir en interne leurs nouveaux enseignants? Alors, est-ce que l'un de vous... Ah voilà, Michael qui réapparaît. Est-ce que l'un de vous souhaiterait prendre la parole et pouvoir offrir un élément de réflexion? Oui, mais je peux peut-être rebondir. Je pense que ça fait écho à certaines choses que j'ai dites dans mes pistes. Alors, si j'ai dit au tout début de ma présentation que le métier s'intensifiait, se complexifiait pour les enseignants, je pense que pour les directions, ça l'est tout autant. Je crois que c'est rien de le dire. Maintenant, je pense que responsabiliser peut-être davantage les équipes, les référents à l'accueil des novices, pour s'assurer qu'ils soient disponibles quand les enseignants, donc moi je parle surtout pour les remplaçants, les intérimaires, quand eux sont à l'école, je pense que ça, ce serait déjà une bonne chose. Je pense déjà s'assurer que ce soutien formel soit accessible pour tous et à tout moment. En fait, souvent, ce qui ressortait, c'est que les réunions d'accueil se font ponctuellement, peut-être une fois par trimestre et encore.
se font à des moments fixes sur la semaine, et donc il y a de grandes probabilités que ces enseignants passent entre les mailles du filet parce qu'ils ont cours à ce moment-là dans votre école ou parce qu'ils sont dans une autre école à ce moment-là. Donc vraiment, essayer de s'assurer que ces dispositifs soient disponibles pour tous. Et ça vous permet en même temps, en tant que direction d'école, de vous délester de cette charge de l'accompagnement. Merci. Je peux peut-être Alors, je juste vois qu'il est... compléter en Oui, faisant allusion, et François y a participé occasionnellement. On a mené les 2 dernières années dans le cadre du greffe insertion une recherche et intervention justement en partenariat avec des acteurs locaux au sein des écoles. Et la réflexion n'était pas toujours simple à entendre pour chacun, de se dire mais c'est vraiment un dispositif. C'est pas juste donner une information par un welcome book ou un outil de ce genre-là. Il y a vraiment un rôle d'accompagnement. J'étais sensible aussi par rapport à ce que disait François tout à l'heure, à se dire, on doit prendre le point de vue des enseignants débutants et de leurs besoins, avec ce risque d'usure si ça met beaucoup de temps avant de franchir la frontière. Ça a l'air d'être un mot-clé pour aujourd'hui, hein, les notions de frontière. On est dans une école où on n'y est pas. Mais donc, comment tenir compte des besoins des enseignants débutants qui entrent comme nouveaux dans l'école, mais comment tenir compte aussi des anciens qui s'useraient un peu à se dire, mais si c'est une multitude d'intérims qui s'enchaînent, il y a un moment, on en a marre de jouer ce rôle-là. Et la question institutionnelle, c'est est-ce que c'est un mandat en plus ou à la place d'heures dédiées à pouvoir le faire dans des bonnes conditions? merci. Alors, je vois qu'il est 13h30. Peut-être que certains doivent nous quitter pour aller à des réunions. Donc voilà, n'hésitez pas si vous devez quitter. Mais ici, je vois que France Tébelin a une question. Vous pouvez allumer votre micro et poser la question. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, voilà. Je suis désolée, mais je n'ai pas accès à la conversation. Voilà, mais c'est pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit. Je trouve que c'est un point très important parce que je constate dans certaines écoles que les référents sont là. Je ne sais même pas s'ils ont nécessairement 1 heure dans leur horaire pour pouvoir assumer cela. Et donc, en effet, ils gagnent du temps en donnant une espèce de syllabus d'accueil avec des conseils pratiques, mais c'est plutôt sur la logistique de l'école, le système, le fonctionnement spécifique de l'école. Donc, c'est vrai qu'au niveau gestion de classe, accompagnement, c'est plus compliqué. Et je me posais aussi la question de savoir si il serait pertinent d'envisager qu'il y ait dans chaque école plusieurs référents issus de branches différentes aussi, donc de disciplines différentes, pour pouvoir répondre au mieux, au plus près aussi aux problèmes de continuité entre remplacés, remplaçants, etc. quoi. Enfin, donc voilà, mais on revient toujours au problème des heures à consacrer, bien entendu, mais voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que La là... question des Oui, mandats, peut-être que la seule micro-ouverture que j'ai cru entendre notre cher ministre, c'est de considérer que les enseignants débutants auraient un temps face classe d'1 ou 2 heures en moins. Donc, c'est leur reconnaître que l'entrée dans le métier n'est pas simple. Alors, on espère que ce temps-là ne va pas être trop rempli par plein d'autres choses venant de l'extérieur. Donc, leur reconnaître du temps pour pouvoir embarquer dans une école et embarquer dans le métier. Maintenant, à l'inverse, les personnes auxquelles on donne des heures, est-ce que c'est des heures en plus ou à la place? Je ne sais pas. Et le deuxième élément, c'est pour nous, en tout cas dans nos réflexions, mais qui ne sont pas des travaux aboutis, le rôle de référent est plutôt un rôle de plateforme, d'intermédiaire, et de se dire, mais étant donné telle difficulté que tu rencontres, je t'invite à aller voir tel collègue qui est le spécialiste maison qui pourra t'aider à trouver des réponses plutôt qu'être la personne omnipotente qui aurait toutes les clés en main. Et c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on a parfois essayé dans la formation qu'on avait menée pour le rôle de formateur ou de référent interne pour le primaire, on accentuait vraiment cet aspect-là, y compris pour ne pas se désolidariser des autres collègues qui ont chacun quelque chose à apporter. C'est vraiment l'affaire de tous et pas l'affaire juste d'une direction ou d'un référent. merci. Michael, est-ce qu'on prend une dernière question? Tu peux... Je vois qu'il y a encore 24 personnes de présentes, donc on peut prendre une toute dernière Moi, je question vais devoir vous potentiellement. quitter, simplement. Ok, Donc ça va. voilà, ça va?
On va peut-être prendre peut-être la dernière réaction pour Marie-Noël qui avait mis Oui, deux tout à fait. commentaires. Ouais, on va prendre ce dernier point-là Oui. et puis on continue. Et moi, c'est pas une question, évidemment, c'est un commentaire, mais on forme les maîtres de stage, donc pourquoi pas former les référents accueil des nouveaux. Et alors, les 2 heures en plus en moins pour les nouveaux qui vont en fait avoir le même horaire qu'actuellement pour tous les enseignants, quelle heure quand même. Ouais, tout à Merci. fait. Mais sur cette bête parole, Il y avait non, une question de allez. Monsieur Richel, je crois. Ouais, Monsieur Oui, Richel. encore une dernière. Oui, Oui, Monsieur Richel, puis Grégory, et puis on clôturera ici. Ouais. merci pour ces 3 présentations qui, selon moi, se complètent. Et je voudrais avoir un peu votre avis sur une réflexion. On a pas mal évoqué les sources de vulnérabilité, vous m'avez compris, pardon, dans l'exposé de Monsieur Maya. Est-ce que vous pensez qu'un troisième espace, comme il a été présenté par Madame Huet, pourra avoir un impact, une anticipation sur ces sources de je n'y arrive plus. Pardon. Une fois entré dans la profession. Je pense qu'en fait, c'est le lien entre les trois qu'on peut faire entre les 3 présentations. On a Amandine qui nous a présenté ce troisième espace. J'ai parlé donc de ces sources de vulnérabilité et puis et en fait les dispositifs services après-vente, j'aime bien le terme en fait de Marie-Hélène et Marc, mais pourrait être justement pourrait permettre de combiner ces différentes informations. Et en fait, ce sont des choses qui existent déjà dans d'autres systèmes éducatifs, hein, des systèmes de services après-vente à large échelle qui permettent la rencontre d'enseignants débutants, mais pas que, et qui peuvent faire état de leurs préoccupations, de partage d'expériences. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc ce sont des choses qui existent. La preuve en est, à EFEC Éducation, ça se fait. Vous disiez d'ailleurs, Marie-Hélène et Marc, que ce ne sont pas les seuls endroits où ça existe. Et je pense que c'est dans ces endroits-là que l'on peut poser les causes de vulnérabilité et de chercher ensemble des réponses. Ça nécessiterait alors aussi l'intervention d'autres acteurs. Et puis là, on peut revenir sur ce que Madame Hendricks parlait de la formation des référents d'accueil. Alors, je pense que des systèmes de formation existent déjà. Est-ce qu'ils sont généralisés? Je ne sais pas. C'est peut-être propre au réseau. Mais ce serait bien effectivement de transmettre, qu'il y ait du lien entre ces différents niveaux. Ouais, Grégory, oui. Oui, et donc je poursuis, d'abord merci pour la présentation, je poursuis ce que dit François pour répondre à Marie-Noël aussi. Par exemple, sur Liège, il y a une formation par réseau, et donc moi je suis dans le libre, dans la formation du libre, il y a des gens qui sont formés et on avait invité un enseignant du secondaire qui est propre référent, qui a une formation d'une année, où il était libéré par son école pour la faire, et il avait 1 heure par semaine pour être référent pendant toute l'année. Ce qui fait que les outils qu'ils ont construits, ils les ont construits en vivant avec les nouveaux, plutôt que de donner un starting pack. Et on les avait invités à venir, mais comme pour l'instant, ils étaient en conseil de classe, il n'est pas possible pour eux de bloquer, sinon ils auraient aussi ici présenté ce qu'ils faisaient. Ça reste pour une école secondaire, je n'en connais pas pour le fondamental aussi bien, et parce que c'est une école secondaire, on a presque 2000 étudiants, et donc on peut, dans le NTPP, dégager du temps pour faire ça. Et ils sont très contents de ce que cela donne, par ailleurs. Mais, donc c'est pour dire que ça existe, ça tombe sur les réseaux, c'est plutôt sur base volontaire ou incitation par l'établissement. Et ça marche bien si les référents ont effectivement du temps pour le faire, sinon c'est du truc en plus et on travaille sur un capital sympathie en disant il a toujours aidé les autres, il le fera bien, quoi. Merci beaucoup aux 3 présentations, enfin aux 4 personnes qui ont présenté, hein. C'était vraiment intéressant et pourtant je connaissais pratiquement tout ce que vous avez dit. Mais moi ça m'a fait du bien de vous entendre.
Merci à toi aussi, Grégory, pour avoir pu organiser en fait ce Sous la loupe, parce qu'on l'a pas dit au départ, mais c'est toi qui étais à la manœuvre derrière pour pouvoir rassembler les différents intervenants et intervenantes et pouvoir faire un Sous la loupe qui fonctionne bien. Donc, bravo pour ça. Marie-France, je suppose qu'on peut clôturer ici. Il est déjà 40, donc on a déjà On peut 10 minutes. clôturer en remerciant encore les présentateurs, les 4 présentateurs Exactement. et les participants pour la richesse Oui. des échanges. Et on pourrait souhaiter aussi déjà de joyeuses fêtes, Oui, avec tout à un peu fait. d'avance. Oui, tout à fait. Joyeuse fête à tout le monde et merci encore pour l'animation de Sous la loupe. Et je vois qu'il y a eu énormément d'interactions intéressantes. Donc, c'est que c'est un sujet qui a bien fonctionné et que vous avez apporté des ressources intéressantes et qui nécessitent discussion et réflexion. Donc, merci à vous, Marie-Hélène, Marc, Amandine et François. Et bonne fête à tout le monde et excellente suite de semaine. Merci beaucoup. À Merci à vous. bientôt. Au revoir. Au revoir à tous Au revoir. et toutes. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne fête. Oui, au revoir.